c'est mathématique. Hein. Ce qu'on appelle variable en Java, ce n'est pas une variable mathématique. Hein. C'est un truc qu'on peut affecter plusieurs fois. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'une variable mathématique. Et je vais introduire ça et je vais l'appeler une cellule. Enfin, mais ça correspond à une variable en Java. Et on va donner ces sémantiques. Et je vais vous raconter quelques histoires. Et voilà. Je vais commencer par un dernier exercice de langue de calcul. Parce que c'est important de comprendre le langue de calcul. Et d'ailleurs, il y avait encore une autre petite annonce. On vient d'arriver presque à la semaine 7. Et donc, il y a une interro dans le cours. En principe, il y a une plage horaire qui est prévue pour ça. La semaine prochaine. Et l'université, dans son infinie sagesse, a mis cette plage à 18 h le soir jusqu'à 20h30, 18h30 jusqu'à 20h30. C'est tard, mais c'est une plage officielle, il y a des auditoires à louer. Et donc, je vous propose de faire l'interro la semaine prochaine à 18 h. Je vais encore envoyer sur le Moodle. Ce sera 1 heure, ce sera écrit. Et les auditoires, c'est marqué dans ADE, mais je vais encore envoyer un mail pour ça. La matière, c'est la première 5 semaines du cours. Jusqu'à ce qu'on a vu la semaine dernière, et c'est tout. Les premières 5 semaines, c'est-à-dire la programmation fonctionnelle. Donc ce que je vais voir aujourd'hui ne fait pas partie. Même la partie langue de calcul aujourd'hui n'en fait pas partie. Par contre, la semaine dernière, on a fait des calculs, langue de calcul. Donc, j'attends de vous que si je vous donne un truc à faire en langue de calcul, que vous pourriez me faire les réductions à la main comme j'ai fait sur le tableau la dernière fois. Par contre, je ne vais pas vous demander de mémoriser les définitions, hein, plus, mult, etc. Je vous donnerai les définitions, je vous donnerai une expression et je vous demanderai de faire les réductions en langue de calcul. Ce n'est pas un truc compliqué, mais il faut l'avoir fait quelques fois. Et pour bien le faire, il faut utiliser des abréviations. Il faut bien utiliser les abréviations pour ça. Hein? Sinon, les expressions lambda sont énormes et il est extrêmement facile de faire des erreurs. Donc, par contre, si vous utilisez des abréviations, ça reste très simple. Okay? Vous n'expandez une abréviation qu'au moment où on l'utilise dans une réduction. Okay? Et je vais faire un dernier exercice de ça tout de suite pour montrer un peu ça. La dernière fois, on avait vu une expression lambda qui fait successeur, hein, qui va prendre un nombre n, un nombre de Church, et qui va renvoyer, après la réduction lambda, n plus 1. Par contre, je n'ai pas donné le prédécesseur. Le prédécesseur, ça fait ça. Hein, si n est plus grand que 0, ça fait n moins 1. On peut aussi faire ça en nombre de calcul, mais c'est nettement plus compliqué. Les choses ne sont pas toujours faciles, elles sont toujours possibles, c'est pas toujours facile. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui, en fait ce slide-là. Et pour faire les prédécesseurs, je vais vous montrer ça avec des expressions qui restent en abréviation. Je vais d'abord définir une fonction qui s'appelle shift inc et j'écris comme ça. Vous voyez que j'utilise pair, second et successeur. Donc ça, ce sont des expressions lambda, ce sont des abréviations. Pair de second x. Et l'expression suivante, c'est le successeur de second x. Ah oui, c'est pas très compliqué si on le voit comme ça. Pair, c'est une fonction en fait de deux arguments.
Si vous voulez, je peux mettre des parenthèses comme ça. X, c'est l'argument de shift inc. Donc si on donne à shift inc une paire existante, je vais maintenant écrire en notation mathématique. Si je donne une paire, ça c'est une paire, avec deux nombres de Church, et je fais le shift inc, le résultat, ça va être n plus 1. Donc il va prendre le deuxième nombre, il va faire une nouvelle paire, qui contient le deuxième nombre et le deuxième nombre plus 1. 50x, c'est le deuxième nombre, et le successeur de 50x, n plus 1. Et avec ça, je peux définir le prédécesseur, la fonction prédécesseur. De nouveau, c'est une énorme expression lambda, si on l'écrit en long et en large, mais je vais juste simplement l'écrire comme ça. C'est une fonction first, après ça fait n, shift inc, et paire 0, 0. Comme ça, je vais le dire en parenthèse. Ici, paire de 0, 0, ça c'est donc une expression lambda, les deux zéros aussi. Tout ça, c'est une expression lambda. Et n, c'est un nombre de Church. Vous vous souvenez la définition, ce que fait n? N, et on a une fonction, un argument. En fait, ça va appeler la fonction n fois sur l'argument. Ça, c'est le sens d'un nombre de Church. Et maintenant, je peux vous montrer comment marche le prédécesseur. Et c'est assez astucieux. Si je fais prédécesseur de n, je veux réduire ça. Et ça, c'est le prédécesseur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une paire 0, 0. Je vais faire shift inc n fois. Donc on commence par une paire 0, 0. Je l'écris en notation mathématique. On fait shift inc n fois. Donc quand on fait shift inc, c'est ce 0 se met là, et on fait 0 plus 1. D'accord? Ce 0 se met là. Et de nouveau, 1, 2. Ce 1 se met là, et là j'ai 1 plus 2. Ça c'est la première fois, la deuxième fois. La énième fois, ça va faire n moins 1, n. D'accord? Première fois, on va avoir 1 là, 2 jusqu'à n. Et après, on fait first de ça. Donc ça, c'est une paire. Si on fait first de ça, on a n moins 1. Au miracle, c'est donc prédécesseur. On a fait prédécesseur. C'est assez laborieux. On commence, on ne peut pas aller en arrière dans le nombre de calcul, on peut juste aller en avant. Donc pour faire n-1, on commence par 0, on continue jusqu'à n, et dans une paire, on garde l'ancienne valeur. Vous voyez? Quand on est allé à 2, on garde l'ancienne valeur. Et quand on est arrivé au n, on a gardé l'ancienne valeur qui est n-1. Ouf! C'est incroyable, hein? C'est ça ce qu'on doit faire pour faire des trucs quelquefois en nombre de calcul. Donc ça, c'est la fonction prédécesseur qui est donc nettement plus compliquée que la fonction successeur. Mais vous voyez comment ça marche. En fait, on utilise la paire comme une sorte de mémoire pour garder pas que la l'itération actuelle, mais aussi la l'itération précédente. Donc, ce qu'on a fait avant. Et donc, on arrive à N, l'itération précédente, c'est la réponse. OK? Voilà, ça c'est le dernier truc. J'ai refait les slides sur le combinateur Y pour être, j'espère, plus facile. Donc, je vais rapidement parcourir ça.
Donc, la récursion en nombre de calcul, c'est difficile parce que il faut appeler la fonction factorielle n-1. Et donc, il faut connaître le nom de la fonction. Pour faire ça dans le calcul, on ajoute un argument. Et quand on appelle, la fonction g, c'est le factoriel ici. Et on met g comme deuxième argument, comme premier argument, et donc la fonction peut s'appeler elle-même. Mais en langue de calcul, ça donne ceci. Je vais le faire rapidement en 3 slides. Ce sont des nouveaux slides que j'ai faits. Et je pense que c'est plus facile parce que c'était un peu comprimé la dernière fois. D'abord, je commence par une définition factorielle. I égale 0, 1, L, c'est factoriel de moins 1. Tout ça sont des trucs lambda. Tout ça, sauf ici. Et là, en fait, on va faire une fonction de 2 arguments. J'utilise, remarquez, si vous êtes astucieux, vous avez remarqué que c'est la mauvaise définition de factoriel que je vous montre là, sans accumulateur. Mais la définition accumulateur marche aussi, c'est juste qu'il y a un argument de plus. Ici, on aura déjà 2 arguments. Et pour ne pas compliquer l'explication du combinateur Y, j'ai fait avec la définition la plus simple, ici, mais ça marche tout aussi bien avec la définition accumulateur. Donc d'abord, ce que je fais de ça une fonction de 2 arguments, f et n. N c'est l'argument, le factoriel, le f c'est une fonction, et l'appel récursif c'est f n-1 ici. Okay? Et maintenant l'astuce, c'est qu'il faut mettre le bon truc là, il y a le f. Et là, je fais un deuxième slide sur le combinateur y. C'est une fonction auxiliaire, un helper. Si je commence par y de g, je vous montre carrément là les réductions. C'est une fonction de un argument g. Donc, on appelle. Ici, on a une fonction de un argument x. Et là, c'est l'argument x. Vous remarquez que l'argument a exactement la même forme que la fonction elle-même. C'est le serpent qui mord sa queue, en quelque sorte. Et quand je fais ça, bien, c'est gxx qui reste. G, x, x. Et si on regarde bien, c'est juste g, yg. Et on appelle ça, pour être un peu plus rigoureux que la dernière fois, YG, on appelle ça un point fixe. Donc mathématiquement, on peut donner un sens à cette opération. C'est qu'on commence par YG, c'est un point fixe de G. On fait des réductions et on arrive à G de YG. Donc on a sorti un G et on regarde YG. Donc c'est un YG ne change pas. On appelle ça un point fixe de G. Et en fait, on va extraire le G. Et YG, ce sera donc un argument de G, parce que G ici, c'est une fonction. Et le YG va rester, et on va le réutiliser pour la récursion. Et dernier slide, on va donc faire Y de G de 4, YG de 4, et ça c'est la factorielle. Eh bien, on voit qu'on peut sortir un G là, ce qu'on avait fait. G de YG4. Ici, je remplace en bleu par la définition de G. Ici, en bleu, je mets les arguments, 4 et YG, ces 2 arguments qui sont là. Et après, je réduis. 4 égale 0, c'est false. Donc, on a 4 fois, ici, on appelle récursif YG 4 moins 1. Bah, c'est ça aussi G, YG 4 moins 1. C'est G, YG de 3. Et donc, on a la même expression ici, mais avec un 3 au lieu d'un 4. Et donc, on peut continuer. Et à la fin, on arrive à 4 fois 3 fois 2 fois 1 fois 1. Et c'est 24. Okay. Donc, ça marche comme ça. Donc, vous voyez le fait qu'on peut sortir le G et les YG, ils continuent, le point fixe. OK. Ça, c'est tout ce que je voulais montrer. J'ai mis ces nouveaux slides sur le Moodle. Je pense que c'est plus clair que
des trucs un peu denses qui étaient là la semaine dernière. Maintenant, je voudrais terminer et parler un peu des langages de programmation et les langues de calcul par rapport au langage. Un langage fonctionnel, c'est juste un sucre syntaxique pour le langage de calcul. Tous les langages fonctionnels, c'est du sucre et éventuellement une implémentation efficace. Les valeurs procédurales, les fermetures sont juste des fonctions lambda. Et il y a des tas de langages qui peuvent faire ça. Quelques exemples. Les plus célèbres, c'est peut-être Haskell, Scheme, il y a aussi OCaml, OS bien sûr, il y a le langage Scala, tout sur la JVM, qui est compatible avec Java, mais qui contient un langage fonctionnel. Donc, il y en a des tas d'autres, je ne mentionne pas. Mais je vais maintenant vous expliquer un peu comment le langage de calcul marche dans un langage de programmation. Il y a ce qu'on appelle une stratégie de réduction. Quand on a une énorme expression lambda, on peut choisir quelle partie on va réduire. Et on choisit et ça peut donner d'autres possibilités. Donc si je vous donne un exercice, je vous donne une grosse expression lambda, souvent il y a différentes manières de le réduire. Mais, heureusement, toutes les manières de réduire donnent le même résultat s'ils terminent, parce qu'on peut aussi avoir des boucles infinies. Et ça, je l'ai mentionné rapidement la dernière fois, c'est le théorème de Church-Rosser. Ça, c'est le résultat mathématique le plus important du nombre de calculs. C'est une autre raison de l'importance du nombre de calculs. Il est possible qu'il y a des stratégies de réduction dans des boucles infinies ou des erreurs, 1 divisé par 0 par exemple, et que certaines stratégies donnent un résultat et d'autres font des erreurs. Eh bien, un langage qui est très malin va donc choisir la stratégie qui donne le bon résultat, et pas celle qui donne le message d'erreur, et je vais vous montrer des exemples. Et il y a 2 stratégies qui sont les plus utilisées, et vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, c'est Lazy and Eager Evaluation, c'est l'évaluation paresseuse et l'évaluation ardente, on peut dire, eager. Une évaluation paresseuse est très très curieuse, et si on n'a pas vu ça, c'est assez bizarre, mais c'est très intéressant. Et après, il y a l'évaluation eager, ardente. Ça, c'est l'évaluation que vous connaissez. Mais je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples de ça. Mais d'abord, je vais vous énoncer le théorème de Church-Rosser. Et l'énoncé est un peu bien ficelé parce que des réductions peuvent être infinies. Il peut y avoir des boucles infinies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si une réduction donne toujours le même résultat si c'est une boucle infinie? Eh bien, dans le théorème, on définit comme ceci. On commence par une expression lambda qui est A, et on fait une réduction. L'étoile, ça veut dire plusieurs pas, et on a une expression B qui arrive. Mais on peut commencer par A et faire d'autres réductions, C. Et le théorème dit qu'à partir de C et de B, il existe des réductions, là en pointillé, qui font vers la même expression D. Ça veut dire que si on fait 2 réductions différentes, en fait, elles ne sont pas très différentes parce qu'on peut toujours les faire coincer. Si les réductions terminent, ça veut dire que toutes les réductions terminent au même endroit. Si les réductions sont des boucles infinies, ça veut dire que aussi longtemps qu'on avance, on peut toujours faire correspondre les expressions. Okay? Et ça, c'est assez incroyable. Le résultat d'un calcul, c'est le même, indépendamment de l'ordre de réduction. C'est assez étonnant comme résultat, en fait.
Parce qu'on a l'impression que si on a un programme qui fait plein de trucs et on fait les choses dans un ordre différent, ça va changer les résultats. Et pour un langage comme Java, c'est comme ça. Les résultats changent. Mais Java n'est pas un langage fonctionnel. Hein? Mais pour un langage fonctionnel, ça ne change pas. Alors je vais vous donner des exemples maintenant. Un exemple simple. J'ai une fonction double qui fait x plus x. Et j'ai une fonction average, moyenne, qui fait x plus y divisé par 2. Là, j'utilise la notation rose. Je vais calculer la double de la moyenne de 5 et 7. Je vais d'abord faire l'évaluation ardente, eager. Donc, vous pouvez imaginer que ça, c'est une expression lambda. La plupart des langages font comme ça. Hein? Donc, on fait un double de moyenne de 5, 7. On va d'abord calculer la moyenne, 5 plus 7 divisé par 2, 12 divisé par 2, 6, et après, double de 6, ça fait 6 plus 6, 12. Donc, on évalue les arguments avant la fonction. Ici, l'argument, c'est, on a double de average. On va d'abord évaluer average avant d'évaluer double. C'est logique, hein? D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait toute votre vie en informatique. Sauf certains qui ont de l'expérience avec Haskell, ils ont vu que ça peut être autrement. Mais on peut aussi faire une évaluation paresseuse. Ça, je vais vous montrer. Donc, gardez ça bien en tête. Ça a l'air très intuitif. Hein? Regardez maintenant. Hein? Ici, bon, ça s'appelle ordre normal. C'est une forme de paresseuse. La vraie paresseuse est un tout petit peu différente, mais c'est presque pareil. Mais on va faire paresseuse maintenant. Double de moyenne 5, 7. Maintenant, on va évaluer la fonction. Ça veut dire la partie la plus extérieure avant d'évaluer les arguments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ici, on a double de average. On va d'abord évaluer double avant d'évaluer average. Le double, c'est x plus x. On fait donc average 5, 7 plus average 5, 7. C'est curieux, hein? On fait d'abord double sans même connaître l'argument. Et après, on va de gauche à droite, average 5, 7. 5 plus 7 divisé par 2. 12 divisé par 2, et après la deuxième, 5 plus 7 divisé par 2, 12 divisé par 2, 6 plus 6, 12. Donc c'est une évaluation qui est un peu en ordre inverse. Donc ceci n'est pas exactement paresseuse. En fait, la vraie paresseuse est ici. Le problème ici, c'est que vous voyez qu'on fait x plus x. On va calculer la average 2 fois. C'est pas très efficace, hein? On double les calculs. Alors, la vraie évaluation paresseuse va calculer les fonctions une seule fois, pas deux fois. Donc, la fonction average sera calculée une fois. Donc, on a double average 5, 7. Mais là, pour l'écrire, il faut un local. Parce qu'on fait d'abord double, hein? C'est x plus x. Mais x c'est quoi? X égale average 5, 7. Hein? Et donc, on ne peut pas calculer x plus x. On doit d'abord maintenant calculer les arguments. C'est 5 plus 7 divisé par 2. 12 divisé par 2, 6. Et après, à la fin, on fait 6 plus 6. Vous voyez, ici, on a calculé chaque fonction une seule fois. Donc, c'est efficace. En fait, c'est encore plus efficace que l'autre, parce que si on n'a pas besoin de calculer une fonction, on ne va pas la calculer. Et donc l'évaluation paresseuse peut calculer sur des structures potentiellement infinies, des listes infinies, des arbres infinis. On va calculer juste la partie dont on a besoin. Donc on n'a pas besoin de terminer les boucles. C'est très curieux comme façon. Et voici un autre exemple, un quatrième exemple, l'instruction if. If 3 plus 4, then 5 plus 5, else 1 divisé
divisé par 0. Les if ici, on peut voir ça comme une fonction de 3 arguments. Hein? La condition, la partie then et la partie else. Et on peut, cette fonction-là, on peut la calculer en eager et en lazy. En eager, on calcule tous les arguments. Attends, j'ai fait. Oui, il a inversé. Désolé. Je ne sais pas. Je vais corriger ça. Je l'ai fait ce matin. Hein? On a des stickers qui défèrent. Ça, c'est bien magique. Trop bon. Tu savais toi-même. Je changerai aussi sur. Ouais, ça c'est mieux. Lazy et eager. Dans eager, on évalue tous les arguments avant d'évaluer les if. Bon, 3 plus petit que 4, ça fait trou. 5 plus 5, ça fait 10. 1 divisé par 0, erreur. Donc si on le fait en eager, ça fait une erreur, ça. Mais c'est normal, on ne veut pas avoir calculé la partie else en fait, hein, parce que 3 plus 4, en principe, le if, il est ficelé pour qu'on ne va pas faire des trucs illégaux. Ah ben, lazy fait la bonne chose. 3 plus petit que 4, c'est le trou. Ça veut dire qu'on ne va que calculer l'argument si on a besoin. 5 plus 5. Et on ne calcule même pas 1 divisé par 0. Ça donne 10. Cette instruction if, la plupart des langages font comme ça. En fait, Java, il fait comme ça. Hein. Pour la plupart des langages, ils ont donc un petit peu de lazy dedans. C'est dans les instructions if. Hein. La plupart des langages vont évaluer les if, eager pour les conditions et lazy pour la partie then et else. Donc, vous voyez que même dans un langage qui n'est pas vraiment un langage fonctionnel, on voit l'autre stratégie de réduction apparaître de lazy. Ok, ça c'est tout ce que je vais dire maintenant de eager et lazy. Hein? Je vais faire un résumé. Ceci, c'est juste pour vous donner un survol. Hein? On ne va pas tout voir dans ce cours, juste une partie. Hein? Donc, une stratégie de réduction, ça définit l'ordre de réduction d'une expression lambda. Il y a deux ordres principaux qu'on appelle applicatif et normal order. Applicatif, c'est comme eager. Normal, c'est comme lazy. Mais il y a quand même des différences subtiles, et j'explique ça pour être complet. Il y a eager, on appelle ça aussi call by value, appel par valeur, mais on ne fait aucune réduction à l'intérieur d'une définition de fonction. Et ça aussi, c'est un truc curieux. Si je définis une fonction et je vais les compiler, c'est du code. Hein? Mais dans le langage de calcul, c'est pas comme ça. Dans le langage de calcul, si on définit une fonction, on peut aussi réduire la définition de la fonction. On peut le faire, mais la plupart des langages ne le font pas. Parce que c'est gênant, parce que si on veut que ça aille vite, il faut compiler, il faut générer des instructions machine. Ben, une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus évaluer la définition de la fonction. Donc la plupart des langages laissent tomber cet aspect du langage de calcul. Hein, une fonction compilée, une fois compilée, on ne peut plus le changer. Par contre, en vrai langage de calcul, on peut changer la définition d'une fonction pendant l'exécution. Personne n'a interdit de faire du langage de calcul à l'intérieur d'une fonction. Mais si on interdit, ça s'appelle eager. Donc le eager, c'est ça. Et la plupart des langages font ça. Java, Python, C++. Ça, c'est votre pain quotidien. Ça, c'est le truc que vous connaissez. Et il y a des langages fonctionnels, eager, Scheme, Buzz ou Camel, qui font aussi comme ça. Okay? Ça, c'est eager. Eager, c'est une autre séquentielle. Il y a une autre variation d'applicatif qui est concurrent.
c'est ce que nous allons voir plus tard dans le cours, on a des threads. Un thread, c'est une instruction qui est évaluée indépendamment des autres. Donc si on a plusieurs, on peut les évaluer en même temps. Ça s'appelle un programme concurrent. Et à l'intérieur de chaque thread, on fait eager. Ça, c'est aussi un genre de langue calcul. Et ça s'appelle le data flow déterministe. Et il y a toujours le Church-Rosser et tout. On va voir ça plus tard dans le cours. Donc ça, on va voir dans ce cours-ci. Après, il y a le lazy. Le lazy s'appelle normal order, ordre normal. En fait, ça veut dire qu'on fait d'abord la fonction avant les arguments. Vous avez vu dans l'exemple. On a call by name et call by need. De nouveau, on ne va pas faire de réduction à l'intérieur de définition de fonction. Ça, c'est call by name. Ça, ce n'est presque plus utilisé. Ça a été dans les années 60, dans un langage qui s'appelle Algol 68. Mais ça, c'est de la vieille histoire. Actuellement, on utilise ce qu'on appelle call by need. Ça, c'est lazy. Les fonctions sont partagées, pas copiées, donc évaluées au plus une fois. Le langage le plus célèbre qui fait ça s'appelle Haskell. Il y a une grande communauté de gens autour de Haskell. C'est même un système qui est utilisé pour faire des logiciels commerciaux. Et c'est basé sur le lazy. Et Oz et OCaml font aussi du lazy, mais il faut le déclarer. En Haskell, c'est lazy par défaut. Tout est lazy. En fait, un peu trop, à mon avis, mais ça c'est Haskell, la philosophie Haskell. Tout est lazy. Okay. Comme ça, vous avez vu comment le nombre de calcul touche toutes les exécutions de tout le langage. Et je vais juste terminer par vous faire un petit... pour vous mentionner un peu les travaux théoriques. Ça, c'est plus pour votre information. Ce que je viens de vous dire la semaine dernière aujourd'hui, c'est juste un petit bout de l'informatique théorique. Le nombre de calcul, c'est super important, mais ce n'est que le début. Il y a un énorme nombre de chercheurs, donc des mathématiciens en informatique, ou des informaticiens et mathématiciens, bon, c'est pas très bien. C'est des gens qui sont mathématiciens et informaticiens. Et il y a plusieurs extensions. Il y a la langue de calcul typée. On déclare le type, c'est logique, parce que ce que je vous ai montré, il n'y a pas de type. Les variables peuvent avoir n'importe quelle expression lambda. Mais on peut définir un langue de calcul typé. On peut, et ça c'est curieux, il y a un truc qui s'appelle System F. Alors j'ai rencontré le mathématicien qui a inventé ça. C'est un langue de calcul avec des variables de type. Ça veut dire qu'il y a des variables qui n'ont pas que des valeurs, mais une variable dont la valeur, c'est un type. X égale entier, ou X égale liste d'entiers, ou quelque chose comme ça. Et ça s'appelle système F. C'est un système formel, c'est des théorèmes qui sont prouvés. Après, il y a des calculs de construction. Les types sont des valeurs de première classe. On peut faire tout avec les types. Après, il y a des nombres de calcul sans variables. Du nombre de calcul, les variables, c'est ce qu'on avait vu. On peut faire avec la substitution, la réduction bêta, mais on peut faire du nombre de calcul sans variable, avec une autre notation. Ça s'appelle la logique combinatoire, combinatorial logic. Et il y a un exemple de ça, c'est le calcul combinatoire SKI. Il y a 3 combinateurs. Un combinateur, c'est une expression lambda, mais qui n'a pas de variable libre. Et à la fin, je mentionne le nombre de Young-Oz que vous avez vu, c'est aussi un nombre de calcul, mais avec beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre syntaxique pour être facile à programmer. Ok? Donc ça, tout ça, c'est pour vous montrer
que l'informatique théorique, c'est un domaine où il y a un énorme quantité de gens qui travaillent, et eux, ils font des langages du futur, hein. Tout comme Alonzo Church et Peter Landen, ils ont fait les langages d'aujourd'hui. Ces gens-là, ils font le langage d'il y a 50 ans, dans 50 ans. Hein. Quand vous serez à la retraite, il y a des trucs comme ça qui vont tourner dans les data centers. Hein. Je ne sais pas lesquels. C'est difficile de faire des prédictions de l'avenir. Ok, je vais maintenant conclure sur le nombre de calculs. Donc maintenant, vous avez vu la semaine dernière, plus aujourd'hui, une partie du cours assez théorique, mais importante pour l'informaticien. Et la fondation de théorie de presque tous les langages. En fait, les seuls langages qui ne sont pas basés sur le nombre de calculs sont des langages qui sont basés sur une autre théorie mathématique. Et quelle est l'autre théorie? Eh bien, la logique formelle. Il y a des langages qui sont basés, par exemple, sur la logique de premier ordre, hein, des langages comme Prolog, et la programmation par contrainte. C'est une version de programmation avec la logique. Donc, au lieu d'avoir le nombre de calculs, ils ont une logique formelle. Et ça, en fait, ce sont les deux manières de programmer des ordinateurs. Ou le nombre de calculs, ou la logique. Hein, ça, c'est curieux. C'est les deux seuls vraiment qu'on connaît. Mais la plupart qui sont utilisés sont basés sur le nombre de calculs. C'est M. Alonzo Church qui l'a introduit, mais il n'était pas seul. Hein. Il y avait tout un ensemble de mathématiciens autour de lui. Il y avait un type qui s'appelle Bertrand Russell, il y avait un type qui s'appelle Gottlob Frege, plein de logiciens. C'était un vrai lit de logiciens qui ont fait plein de trucs. Mais c'était juste mathématiques théoriques, jusqu'en 65, où il y en a quelqu'un, Peter Landen, il a eu l'idée géniale qu'on peut faire du langage. Et c'est pour ça que tous les vieux langages, Fortran et Lisp, des langages qui datent des années 50, ne font pas bien les fonctions. En fait, on peut dire qu'ils sont cassés. Ils les font mal, ils ne connaissent pas la notion de fermeture. Et donc, c'est des langages qui marchent, qui sont assez... bon, qui ne marchent pas très bien. Mais sont plus... Le Fortran et les Lisp, aujourd'hui, ça existe toujours, hein, ont changé. Et les Fortran et les Lisp d'aujourd'hui sont basés sur le nombre de calculs. Hein. Ce n'est plus les mêmes. Ce n'est pas le même Fortran que de Fortran de votre grand-père. Hein. Et enfin, les propriétés, je résume. D'abord, c'est Turing complète, malgré sa simplicité. Deuxièmement, c'est confluent, théorème de Schur-Schwarzer, avec des tas de stratégies de réduction, mais qui donnent toutes la même résultat. On peut faire la programmation d'ordre supérieur. C'est le concept le plus important, parce que ce concept est la base des abstractions de données, et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Et il existe des tas de langages qui sont directement basés sur le nombre de calculs. Mais en fait, tous les langages sont basés, mais la plupart les cachent. Hein. Java, ils ne vont pas dire qu'ils font du nombre de calculs parce que les gens qui programment Java sont des real programmers. Et les real programmers ne font pas. Mais c'est quand même du nombre de calculs. Hein. C'est comme Molière, le type de Molière qui parle prose toute sa vie. Hein. Tous les programmeurs font du nombre de calculs. Mais les langages fonctionnels le mettent en avant. Ils le rendent visible et on peut directement faire des choses basées sur le nombre de calculs. Ok. Ainsi se termine la partie du cours sur la programmation fonctionnelle. Hein, avec dans le calcul comme apothéose. Et on va maintenant faire une petite pause. Et après, on va parler des étapes. On peut dire que si maintenant on est au ciel, après la pause, on va descendre en enfer.
Quoi? Comment ça? C'est ce que diront les programmeurs Haskell. Hein. Allez, on va faire une pause. Il y a un mec avec qui j'ai parlé à un moment. Ok. Donc, je vais donc vous parler, on va donc sortir de la programmation fonctionnelle et ça va sembler un peu philosophique parce qu'en fait, on vient d'un monde purement mathématique, hein, de langue de calcul, et très bien compris et tout, et on va sortir de ce monde pour mettre des trucs qui ne sont pas du langue de calcul, qui sont différents, qui sont autres. Et donc c'est important de comprendre pourquoi. Hein? Beaucoup de programmeurs ne se posent pas cette question, mais c'est important de comprendre. Donc je vais d'abord vous parler de mutable state, c'est l'état qu'on peut affecter. Hein? Et ce n'est donc plus le langue de calcul, mais le mutable state c'est important. Hein? Parfois, une fonction doit changer le monde réel, des choses changent. Hein? Un truc, hein? Un être humain avec un nom, hein? Je ne sais pas, Paul McCartney, ce type-là, chaque année, il garde le même nom, mais il change, il vieillit. Et c'est vrai pour tous les êtres humains, pour tous les organismes, pour toutes les choses dans le monde réel. Et donc ce n'est plus comme une fonction qui est fixe, qui ne change pas. Donc c'est la notion de changement qu'on veut mettre dans le langage. Et après ça, on va introduire l'abstraction de données. Ça aussi, c'est un truc que vous connaissez déjà. Hein, vous avez utilisé des objets, des classes, peut-être de type abstrait. Mais là, je vais vous expliquer exactement comment ça marche, une abstraction de données, comment on peut définir. Et l'abstraction de données repose sur deux choses. D'abord, la programmation d'ordre supérieur, comme j'ai dit, qui elle-même repose sur le nombre de calculs, hein, mais aussi sur l'état affectable. Parce que les abstractions de données, en général, on les utilise pour modéliser les choses dans le monde réel. En général, un objet, hein, dans une base de données ou dans un programme, un objet représente un être humain. Vous avez un compte dans un banque, il y a des objets pour décrire votre compte. Il y a le sol, il y a votre nom, votre adresse, plein de trucs, mais des choses qui peuvent changer avec le temps. Et donc, les choses qui changent sont importantes. Et on ne peut pas faire ça dans le calcul. Hein. Donc, je vais d'abord vous parler un peu du concept de temps. Donc, un peu de philosophie, temps et changement, parce que comme ça, vous allez comprendre pourquoi et quand on a besoin de changer les variables du programme, parce qu'on n'a pas toujours besoin. Donc, dans la programmation fonctionnelle, il n'y a pas de notion de temps. Une fonction est mathématique. Une fois qu'on l'a définie, la fonction ne change plus. Hein? C'est vrai qu'un programme s'exécute sur un ordinateur qui est un artefact qui existe dans le monde réel, mais donc une réduction lambda, ça prend du temps. Mais mathématiquement parlant, il n'y a pas de notion de temps. Une expression lambda ne peut pas voir le temps. Parce que s'il pouvait voir le temps, c'est un truc qui n'est pas lambda. Ça dépendrait de l'implémentation. Ça ne sera plus une réduction pure et dure d'état. Donc un programme lambda en exécution ne peut pas observer sa propre exécution dans le temps. Et ça fait partie du nombre de calcul. Le nombre de calcul, c'est une expression qui devient une autre, une séquence comme ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucune interaction avec le monde réel. Hein?
une expression qui commence et ça s'exécute. On ne peut pas interagir avec ce truc pendant l'exécution parce que sinon ce ne serait plus une réduction lambda. Hein? Ça ne serait plus une réduction simple. Okay? Donc pour vous dire que dans la programmation fonctionnelle, l'exécution ne voit pas le monde réel, ne s'observe pas elle-même. Par contre, dans le monde réel, les choses sont bien différentes. Il y a du temps, il y a des choses qui changent avec le temps. Un organisme, un chat qui grandit, qui apprend, qui évolue avec le temps, ça apprend, ça grandit et ça change avec le temps. Donc c'est le même organisme, mais qui a des changements. Et donc, dans une expression lambda, on n'a pas ça. Et donc, pour faire ça, maintenant, on doit ajouter quelque chose, on doit sortir du langue de calcul et ajouter un nouveau concept. Et c'est ça qu'on va voir. On va donc ajouter un nouveau truc à notre langage noyau, un truc qui n'est pas modélisable en lambda. Hein? C'est une sorte de temps. Hein? Une sorte de temps abstrait. Ok. Ça, c'est une discussion très philosophique pour un concept qui n'est pas très compliqué, en fait. Hein? C'est un concept que vous connaissez déjà. La seule chose que je vais vous ajouter, c'est de donner une sémantique à ce concept bien précise. Ok. Ok. Je vais vous donner un exemple pour concrétiser un peu l'intuition. Voici une fonction somme xsa qui prend une liste de nombres, 1, 2, 3, 4, et un accumulateur 0, et qui va faire la somme de tous les nombres. Et cette fonction va s'exécuter et va parcourir la liste. Donc on peut se dire, oui, il y a une séquence de résultats. Et un état, comme un état, un state, c'est une séquence de valeurs qui contiennent les résultats intermédiaires de calcul. Donc si on exécute ça, on a 1, 2, 3, 4, 0. Au premier appel, on a 2, 3, 4, 1, 3, 4, 3, etc. jusqu'à l'île 10. Donc on a un séquencement. Mais cette séquence, c'est un genre d'état. Ça modélise un peu le changement, on peut le dire. Mais le programme lui-même ne peut pas voir ça. Le programme ne peut pas se mettre à l'extérieur de lui-même et dire « Ah, voilà ce qui se passe. Hein? » C'est purement la réduction d'une expression lambda qui se fait ici. Okay? Mais maintenant, ce que nous voulons, on veut que le programme lui-même peut observer les changements. Donc on veut qu'on puisse faire un changement et le programme peut dire là, il y a eu un changement. Hein? Ça, c'est nouveau. Et donc, je vais donc ajouter un concept. J'appelle ça un état explicite ou un état affectable, mutable state. Et en fait, c'est quelque chose de très simple. Ça correspond à ce qu'on appelle une variable en Java. Mais une variable en Java n'est pas une vraie variable mathématique. Hein? On va donc étendre le langage, on va ajouter un concept. Hein? Et ce concept s'appelle, on va l'appeler une cellule. Pour vraiment distinguer ça d'une variable. Une variable, ça, x, ça c'est une variable. Hein? Une fois qu'on a affecté, x ici, x plus 5, c'est une variable. On ne peut plus le changer. Mais une cellule, on va pouvoir le changer. Donc une cellule, on a choisi le mot cellule, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le concept de variable. Là, on veut être extrêmement rigoureux. On ne veut pas de confusion. Donc, quand on introduit un nouveau truc
on lui donne un autre nom. Donc ce n'est pas une variable. Hein. Même si un programmeur Java appellerait ça une variable. Ok. Une cellule, intuitivement, je vais d'abord vous donner un peu d'intuition. Après, je vais montrer le code. Hein. Après aussi, je vous donnerai la sémantique. Une cellule, c'est une boîte et avec un contenu. Box with a content. Ici, on a une cellule, là, le carré en gras, là, et le contenu c'est B. Et il y a une variable petit c qui contient le nom de la boîte. Et il y a le contenu de la boîte. Donc, quand j'ai une boîte, cette boîte, c'est quelque chose. Donc, ça a une identité, ça a un nom. Et le nom, c'est un genre de constante. On peut aussi appeler ça une adresse. Hein, ça. Et la boîte a un contenu, ce qui est à l'intérieur. Et on peut, avec l'affectation, changer le contenu. Okay? Ici, par exemple, on a une variable petit c hein, dans la mémoire, sigma. On crée une cellule et petit c connaît le nom de la cellule. Je vais écrire ça avec une petite flèche, hein, un peu comme un pointeur. Le nom d'une cellule, ça correspond à peu près à une adresse dans un processeur, une adresse d'une case mémoire. Cette boîte a un nom et C connaît le nom. Et le contenu de la boîte, c'est petit a. C'est une autre variable. Par exemple, égal à 5. Et je peux faire une affectation. Je remplace le contenu de la boîte par un autre contenu. Vous voyez comment ça marche, hein? Donc, une cellule, c'est donc deux choses. Une variable, c'est une chose. Hein? X, et on l'a fait. Mais une cellule, c'est deux choses qu'on va associer. C'est une boîte avec une identité et un contenu. Donc, une boîte, hein, identité, c'est le nom de la boîte et le contenu de la boîte. Donc, c'est deux choses. Le nom de la boîte ne change pas. Par contre, le contenu peut changer. On peut remplacer le contenu par un autre contenu. Okay. Donc ici, et je vais vous donner l'exemple, je peux créer une cellule, C, ici, égale, on a une opération qui s'appelle tout seul, et A, c'est le contenu initial. Le grand A, bon, il y a une variable, le petit a, lié à 5. Et si j'utilise là le symbole, hein, l'arrobase, ça veut dire at, le at symbole, ça c'est la lecture, c'est pour lire le contenu, c'est pour afficher le contenu, c'est 5. Et l'opération pour changer le contenu s'appelle l'affectation, et c'est le symbole, c'est double point égal. C'est pas un égal, hein. Un égal, c'est utilisé pour une variable. Double point égal, c'est pour le seul. Okay. On a donc remplacé le contenu par un autre contenu. Vous voyez, c'est très simple en fait. Hein? Il ne faut pas chercher beaucoup là. C'est très simple, mais c'est important d'être très très précis. Parce qu'avec ça, on va créer des abstractions très puissantes. Donc il faut quelque chose de bien précis. Et je veux faire une discussion. Ah non, oh, ah oui, bien sûr. C'est majuscule. Désolé, ça c'est le qui ne marche pas parce qu'il y a un problème avec le macOS. Je dois utiliser celui qui est dans le Docker, c'est celui-là. Donc je démarre dans un Docker à cause d'un problème de macOS. Et le vrai problème que c'est mon laptop, il est très vieux, je ne trouve pas le macOS récent. Je devrais en acheter un autre. Donc on va attendre qu'ils sont. Il a un clavier. Oui, il est trop beau. Je veux le même parce que mec, j'adore les trucs. Regarde. Ça c'est trop. J'aime trop les couleurs et tout. Quand j'ai les couleurs partout. Mon dieu, ça j'en veux par contre. T'aimes pas au maillage? Ah ouais.
genre les couleurs dans tous les sens, ça me marre. C'est trop beau le MyBug. Comment c'est pourquoi il bug? Pourquoi mon... Qui vient de je sais pas, dans le gars, c'est un pote de Dallas qui connaît... Pourquoi il veut pas se lancer mon... Je m'entendais. La famille... Non, c'est At, non. Ah non, c'est France, At, si. Donc... C'est des containers. Des petits containers. C'est pas une app, elle fonctionne tout le temps partout et c'est un container, tu vois. En gros, c'est des mini-images. Voilà, c'est ça. C'est comme un petit système d'information un peu cliché. Un petit système d'information préfiguré. En gros. C'est comme des images. Tu peux miner avec. Oui. Et tu peux tout faire, c'est un système d'exploitation. Beaucoup de choses avec Docker, c'est vraiment cool. Et puis ça classe. Il va Alpine. Alpine, c'est Docker qui a Java par-dessus. Alpine, c'est l'image Docker qui a Java par-dessus. Il va Alpine. J'ai vraiment classique. Quand tu penses à un classique Docker classique. J'ai vraiment aussi une fois Docker. Je fais inutile. Enfin, j'ai pas d'utilité. T'as joué Minecraft ou pas? Ouais. Oh, par contre, pour il est flou. Wesh. Moi, quand fils de pute, j'avais acheté un Windows 10, donc j'ai dû attendre cette année pour accès à la version Java. Ah, du coup, t'as jamais joué J'ai joué à Java, mais j'ai pas connu la plupart de Minecraft Java, tu vois. Ah oui. T'as connu le coup de la RP ou pas, du coup? Non. T'as connu le coup de la RP, toi? Comment? Le coup de la RP? Mais pourquoi tu fais pas le focus? J'ai jamais vraiment suivi, c'est sur Twitch. Mais non, mais il est con. Ça fonctionne pas son Docker. En vrai, j'ai eu Docker des bouts de Minecraft, j'ai jamais... Ah ouais? Pour tes races. Je fais jouer vite fait avec c'est vrai, elle a commencé à jouer à faire Java. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi ça veut pas se lancer? Ça se lance là. Mais non, j'ai un terminal, non, j'ai un terminal. Non mais non, j'ai un print. Le print m'ouvre une autre fenêtre. Oui, j'ai capté, mais non, accepted. Oui, d'accord, accepted, mais sauf que accepte quand même. J'ai eu pas mal d'accepter. Pourquoi t'as un 2 points égal? C'est comme ça qu'il a écrit la définition. Change my content. Même lui, il galère à regarder. On va maintenant faire. Il est en dos. Ah, j'ai ça depuis en PC. Just.com. Newsell, c'est ce que j'ai fait. Quand c'est juste ça fonctionne, mais moi ça fonctionne pas. On a accepted. Des variables A et B, une variable C qui est liée au nombre d'une cellule. Donc on a créé une cellule, mais C, ce n'est pas la cellule là. La variable C, c'est le nombre de la cellule. C'est quoi ça? Tous les noms de quelques Ici, vous voyez que je garde le contenu de la cellule 5. Si je fais C égale 6, ou D par exemple, pourquoi ça fonctionne pas? Et le contenu de la cellule maintenant c'est 6. Et on peut aussi combiner. Pourquoi là ça fonctionne et là ça fonctionne pas? Vous voyez, C devient contenu C plus 100. C'est une expression que vous avez déjà écrit des trucs comme ça beaucoup en Java. Ici, la seule différence, c'est que je dois dire quand je sors le contenu. Hein? Dans un langage comme Java, on fera C égale C plus 100, par exemple. Hein? Et donc, ce qui est à droite de l'égal, on va automatiquement prendre le contenu. Pourquoi ça fonctionne? Mais en rose, rien n'est automatique. On veut être très précis. Donc, si on dit C, c'est le nom du contenu. Si on veut le contenu, il faut faire arrobase lecture. Donc, si je fais ça, je vais prendre le contenu C, ajouter 100, et si je fais un affichage, on voit 106.
voyez, c'est donc quelque chose à la base très simple. Hein? Ici. Donc, on a donc une cellule, c'est une boîte avec un contenu. On a 3 opérations. Donc, il y a un nouveau concept, la cellule, qui est dans la machine abstraite. Et pour utiliser ce concept, il y a 3 opérations. D'abord, la création d'une nouvelle cellule. C'est jamais automatique. Il faut le créer avec une seule. Contenu initial A. Et C est lié à l'identité. C, c'est le nom de la boîte. OK? Et après, il y a l'affectation. C, double point égale B. Le C doit être lié au nom d'une cellule. Et B, ce sera le nouveau contenu. Et ici, Z égale lecture de C, ou access de C. De nouveau, C doit être une cellule, et Z va être lié au contenu de la cellule. Okay? Donc, on va regarder un peu maintenant de ce que ça veut dire. C'est très simple. En fait, avec ça, tout est dit, mais il faut comprendre les conséquences. Ici, je crée une cellule X avec contenu 0, donc variable petit x, une boîte qui contient 0. Si je deviens x double point égale 5, la boîte contiendra 5. Si je fais y égale x, y c'est une nouvelle variable, y, eh bien, on va lier y au nom de la cellule. Ça veut dire que y va avoir le même nom que x. On peut voir ça comme un pointeur. La notion de pointeur dans un langage comme C, un pointeur c'est simplement le nom d'une case mémoire. Ici on voit ça de façon plus abstraite. Et si je fais y double point égale 10, je change le contenu à 10, mais le x a aussi changé, bien sûr, parce que x et y contiennent le nom de la même cellule. Donc le contenu de x égale 10, c'est true, et x égale y, c'est aussi true, parce que x et y sont la même cellule. Hein? C'est la différence de l'adresse d'une case mémoire et du contenu de cette case, mais vu de façon plus abstraite. Donc on peut voir ça, on appelle ça aussi, il y a un nom qui est souvent utilisé, c'est un alias. Un alias, c'est quand on a une variable qui contient le même nom de cellule qu'une autre. On dit que y est un alias pour x. Okay. Et voici un autre exemple. Maintenant, on a 2 cellules, x avec contenu 0, y avec contenu 0. X égale y, c'est false. Le contenu c'est le même, mais ce sont 2 cellules différentes, 2 cases mémoire différentes, même si le contenu est le même. Et comme les cases sont différentes, la comparaison donne false. Par contre, si on compare les contenus, la lecture de x avec la lecture de y, c'est true, parce que les deux, en ce moment, ils ont un contenu 0. Par contre, si on changeait le contenu d'une cellule, les contenus ne seront plus les mêmes. Ça, c'est donc ce que ça donne. On peut donc considérer les cellules. On a, dans un processeur, on a la mémoire du processeur. C'est un vecteur, un array de ce qu'on appelle de mots, de 64 bits, et ils sont numérotés. Et le contenu d'un mot peut être changé. Et donc, et chaque mot a un numéro, c'est son adresse.
Et donc ici, on a, c'est la même idée, mais vue de façon abstraite. Hein. Le contenu de la boîte peut être n'importe quelle variable, et chaque boîte a un nom. Le nom n'est pas un numéro, mais c'est une constante. Hein, c'est une constante spéciale. Okay. Je vais maintenant vous montrer la sémantique des cellules. C'est donc quelque chose de mathématique. Alors, on a déjà vu la machine abstraite pour les programmes fonctionnels. On va donc ajouter quelque chose à ça, qui sont des cellules. Et donc, la machine abstraite va être étendue. On a ajouté, au langage noyau, on a ajouté des cellules. Il faut donc ajouter, étendre aussi la machine abstraite. Parce que quand je fais nucelle, double point égal, quand la machine abstraite voit ça, elle doit faire quelque chose. Donc on doit étendre la machine abstraite et on attend, on crée un deuxième mémoire. Hein? Dans la machine abstraite, on a une mémoire sigma qui contient des variables qui peuvent être liées. Hein? Ça, c'est la machine abstraite que nous avons connue avant. On va étendre ça avec une deuxième mémoire, qui est la mémoire des cellules. Hein? Sigma 1, sigma 2. Ça, c'est les variables. Ça, c'est la mémoire des cellules. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais vous le dire. J'ai dit, avant, une cellule, c'est deux choses. C'est le nom et le contenu. Et donc, une cellule, ici, ça doit être une paire de deux choses, de deux variables, en fait. La première variable, c'est le nom de la cellule. Et le deuxième, c'est le contenu. Je vais vous montrer ça. Donc, voici dans le slide. Si j'ai un sigma 1, j'ai par exemple W. Ici, j'ai W, double point X. Ça, c'est une cellule, c'est une paire. Mais le W doit être lié au nom de la cellule. Donc ici, je dois mettre le nom de la cellule. W égale quelque chose. Et X, c'est le contenu. Mais qu'est-ce que c'est le nom? Ben, ce n'est pas un nombre. C'est pas un nombre, c'est 5 ou 6. Ce n'est pas un atome, hein, une séquence de caractères. C'est un nouveau genre de constante. Et je vais donc utiliser d'autres symboles pour ça. Et personnellement, j'adore l'alphabet grec. Donc je vais utiliser des lettres grecques pour cette constante. Ça, par exemple, c'est la lettre Xi. Donc, je vais indiquer, voici une cellule dont le nom, c'est Xi, W, hein, la première variable de la paire, et le contenu, c'est X. Et si j'ai une autre cellule, hein, supposons que j'ai maintenant U, une autre cellule, donc une deuxième cellule, dans la mémoire à cellule, et il faut une autre lettre grecque. Ça, c'est un zeta. Hein. Vous allez exercer l'écriture des lettres grecques. Hein. Ça, U égale une constante zeta, et U correspond à une autre cellule. Et si je fais une opération, si j'ai W, point égal Z, si elle va multiplier Z, on suppose que W correspond à ça, avec un environnement, Z correspond à ce Z. Si je fais ça, après ça, la cellule aurait changé. W, c'est la cellule ici, et je change le contenu pour être Z. Donc ce qui va se passer, c'est que le X va se remplacer par un Z. On va donc avoir W, double point Z dans la mémoire. Donc, quand on a une paire comme ça, la première variable ne changera jamais, c'est toujours le nom, et la deuxième variable, c'est le contenu qui peut changer. Et c'est toujours deux variables dans sigma 1.
Donc on a une cellule, c'est donc une paire de deux variables. Chaque variable est une variable non sigma 1. La première, c'est le nom, et le deuxième, c'est le contenu. Ok? C'est tout. Et donc, on appelle sigma 1 la mémoire à affectation unique, single assignment store, qui contient donc une variable, et l'autre, c'est la mémoire à affectation multiple, sigma 2, qui contient des paires. Okay? Donc une cellule, une variable dans Java, c'est pas un truc simple, hein? C'est un truc, il y a deux parties. Hein? Pour réfléchir un peu là-dessus, hein? C'est en Java, une variable, typiquement, un entier, c'est une case mémoire. Mais cette case a une adresse et un contenu. C'est donc deux choses. Hein? Ça n'a rien à voir avec une variable mathématique. Hein? Vous avez compris, vous avez vu ça? Donc, la programmation avec cellules, ce n'est plus la programmation fonctionnelle, ça s'appelle la programmation impérative. Pourquoi impérative? Parce qu'on peut commander, apparemment, on peut affecter, et donc c'est quelque chose de plus fort. Et donc, pour des raisons historiques, ça s'appelle la programmation impérative. Fonctionnelle plus cellule. Un programme impératif peut modéliser le monde réel. Parce qu'une cellule peut représenter un truc dans le monde réel. Hein? Une cellule peut représenter un être humain. Et à l'intérieur, on peut avoir une variable qui est liée à une très grande structure de données. Et quand un être humain change, on affecte la cellule pour montrer l'être humain dans son nouvel état. Okay? Et après, on va voir, ça va faire la programmation orientée objet. Ok? Je vais vous montrer, il y a donc un nouveau langage noyau. Hein? Ici, on voit le langage noyau qu'on a déjà vu. On ajoute ça. Les trois opérations de cellule. Vous voyez que l'ancien langage noyau, c'est langage fonctionnel. On peut aller. Supposons qu'on appelle ça langage de programmation fonctionnelle, plus les cellules, et ça c'est le langage de la programmation impérative. Hein? On peut le dire plus ou moins comme ça. On ajoute un concept au langage, et ça veut dire les trois opérations, et bien sûr la machine abstraite est étendue. C'est l'ancienne machine abstraite plus un nouveau truc. Il y a une autre façon de faire qui va être utilisée après, techniquement, et ça c'est pour les gens qui s'intéressent au système d'exploitation. Vous voyez qu'ici, on a deux opérations, double point égal et lecture. Ça veut dire écrire et lire. C'est logique, hein? On écrit dans la mémoire et on lit la mémoire. Mais en fait, techniquement, mathématiquement, on n'a pas besoin de deux opérations. Une opération suffit. Hein? C'est un peu la même philosophie que dans le nombre de calcul. Hein? On essaye de faire la version la plus simple. Une opération suffit. Cette opération s'appelle exchange. Il a trois arguments. Cette opération, X, c'est une cellule, va lire et écrire. En fait, on lit l'ancien contenu et on met un nouveau contenu, en fait, dans un paquet, ensemble. Hein? On fait Y égale lecture de X et X double point égale Z, mais ces deux opérations sont faites ensemble. On appelle ça une opération atomique. Atomique, ça veut dire qu'on ne peut pas les défaire. C'est tout ou rien. Hein? C'est comme un atome. Bon, avant les accélérateurs qui cassaient les atomes. Je suppose que l'atome n'est pas incassable. Hein? Ici, cette opération est incassable et ça fait une lecture et une écriture. Ça, je vous montre ça pour être complet, parce que ça, c'est très important pour les systèmes d'exploitation et la programmation concurrente. En fait,
Et dans les architectures des processeurs, les lectures, il y a toujours une instruction du processeur qui fait une écriture et une lecture ensemble. Et c'est super important pour les programmes concurrents. Ok, ça c'est juste pas pour être complet que je vous dis ça. Pour l'instant, on ne va pas tout de suite continuer là-dessus. C'est juste pour être complet. Et ça correspond exactement à ce que fait un architecture. Tous les microprocesseurs, ils ont des instructions qui correspondent à ça. Ok. Maintenant, je vais terminer aujourd'hui en racontant une petite histoire, une sorte de fable, mais pas de La Fontaine, une fable de Van Voigt, si on veut. Et pour expliquer pourquoi on a besoin. J'ai dit, on a besoin de l'État pour les choses qui changent. C'est un peu vague. Je vais vous donner un exemple. Je vais regarder un programme et il y a un truc qui s'appelle la modularité. C'est un truc qui est très bien. Un programme modulaire, si on peut changer une partie, le remplacer par une autre, sans changer le reste du programme. C'est super important. On peut remplacer une classe par une version améliorée de la classe sans changer rien d'autre. C'est super important dans le monde réel aussi. J'ai une voiture avec un carburateur, c'est pas une voiture électrique, c'est un carburateur qui se casse. Je vais au garage, le technicien, il remplace le carburateur par un autre carburateur, neuf. Ça, c'est la modularité. On peut faire ça sans changer le reste de la voiture. C'est super facile, on change une partie par une autre partie. Donc la modularité est super importante dans le monde réel et dans les programmes. Ok. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que dans la programmation fonctionnelle, on ne peut pas faire des programmes modulaires. Par contre, avec des cellules, on peut faire des programmes modulaires. Et maintenant, je vous raconte un conte. Un petit fable de Van Voigt. Il était une fois, les contes commencent toujours comme ça. Il était une fois, once upon a time, il y avait 3 développeurs. Pour garder leur anonymité, je les appelle P, U1 et U2. Et P vient à développer un module ici. M avec 2 fonctions, F et G. Vous voyez ici, on a la fonction F, on a la fonction G. Je ne donne pas les définitions, ce sont des super grosses fonctions, 10 millions de Newton, et il y a les 2 fonctions sont exposées. Et si j'appelle MF, c'est l'instanciation, vous vous souvenez, ça c'est comme une classe, on appelle ça et on crée une instance, on crée le module M. Claire, P a développé le module M, il y a 2 fonctions F et G. Et U1 et U2 sont des utilisateurs très contents du module M. Donc P est donc M dans son coin et U1 et 2 l'utilisent. Ça peut être un moteur de jeux vidéo, un truc comme ça, un truc très utile, et U1 et 2 l'utilisent. Ok. Et tout va bien. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Tout le monde est content. Mais ce n'est pas... Ils n'ont pas resté contents. Un jour, il arrive quelque chose. U2, il écrit une application avec le module M qui est lente. Trop lent, c'est trop lent. U2 dit merde. Et U2 soupçonne le module F d'être lent. Et U2 voudrait étendre le module M pour compter le nombre de fois que la fonction F est appelée. Parce que U2 soupçonne, peut-être qu'il appelle trop souvent la fonction F, il voudrait compter. Et le plus facile, c'est étendre le module pour que quand on appelle F et G, que automatiquement il va compter le nombre de fois et à la fin on peut dire ah,
fonction f a été appelée 300 000 fois, par exemple. Hein? Donc U2 va donc demander à P d'étendre le module, mais en gardant la modularité. Ça veut dire que tous les programmes qui utilisent M ne devraient pas avoir besoin de changer. Hein, c'est clair. Le module M change, mais tous les utilisateurs de M ne doivent rien changer. Okay? Aucun programme ne doit être changé. Mais dans le nouveau M, c'est comme l'ancien, sauf qu'il compte le nombre de fois que F est. Ok? C'est simple, hein? Eh bien, on ne peut pas faire ça en programmation fonctionnelle. C'est impossible en programmation fonctionnelle. Parce que F, la fonction F, n'a aucune mémoire. Elle se sépare, ça a été appelé avant. La fonction F ne se souvient pas des appels précédents. C'est juste une expression lambda qui ne change pas. Donc, on ne peut pas. La seule solution est changer l'interface. Il faut ajouter deux arguments, fin et fout, qui sont, c'est un compteur. En entre, fin c'est la compte. Avant, on a fait l'appel courant, et fout c'est le compte plus 1. Fout égale fin plus 1, et on va faire une sorte d'enfiler. À chaque fois qu'on en appelle f, on va faire en sorte que le fout de un appel est lié à la fin ailleurs. Si on appelle f plusieurs fois, on va faire comme ça. Donc on a A, B, C, on termine comme ça. Donc le A commence par égal 0, et chaque fois qu'on appelle F, on ajoute 1. Et on a obligé de faire ça parce qu'on ne peut pas changer l'intérieur de F. F n'a pas de mémoire, c'est un programme fonctionnel. Est-ce que c'est grave? Ben oui, c'est grave, parce que l'interface de M a changé maintenant. L'interface de M a changé. Tous les utilisateurs de M, même U1, vous vous souvenez que U1 n'a rien demandé. U1 était content. Et tout d'un coup, l'interface de M change. U1 dit, merde, j'utilise partout M, je dois changer tous les appels de M. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'est pas content parce que l'interface a changé. À cause de la demande de U2. Et donc, dans la programmation fonctionnelle, le programme n'est pas modulaire. On ne peut pas ajouter une nouvelle fonctionnalité qui compte le nombre de fois que la fonction est appelée. Par contre, avec une cellule, on peut résoudre le problème. Avec une cellule, c'est super simple. On crée une cellule X quand on crée le module. Et la valeur initiale est 0. À chaque fois qu'on appelle F, on incrémente la cellule. X devient continu de X plus 1. Et tout le reste n'est pas changé. On ajoute une fonction count qui donne la valeur de continu de X. Vous voyez que F et G n'ont pas changé du tout. Les arguments de F et G n'ont pas changé du tout. L'interface de M, M.F, M.G, d'idiotique. On a ajouté la fonction C, mais on n'a pas besoin de l'appeler. On peut ignorer la fonction C. Et du coup, si P fait ça, on peut compter le nombre de fois que F est appelé, et les gens qui n'ont pas besoin, ils ne le remarquent même pas. Et du coup, c'est possible à cause de la cellule qui donne une mémoire au module. Le module sait ce qui s'est passé avant. Le module a une mémoire des précédents appels, ce qui n'est pas possible en fonctionnel. Okay? Vous voyez, donc ça c'est un exemple simple de quelque chose qu'on peut faire avec une cellule
et on ne peut pas faire en fonctionnel. Et vous allez me dire, oui, le fonctionnel, c'est pluricomplet. Oui, mais la question ici n'a rien à voir avec pluricomplet. C'est une question de gestion. Ce n'est pas d'expressivité. Hein. On peut le faire. C'est juste que si en fonctionnel, on ne peut pas faire une bonne gestion. Parce que la modularité, c'est une question de gestion, ce n'est pas une question d'expressivité. Donc, comparaison, on peut donc comparer les deux. Programmation fonctionnelle, un composant qui est correct est toujours correct. Plus. Par contre, moins, les mises à jour, il faut changer les interfaces. Dans la programmation impérative, on peut mettre à jour un composant sans changer l'interface. C'est modulaire. Par contre, le négatif, un composant peut se casser à cause des appels précédents. On peut appeler une fonction et casser la valeur de ce qui est à l'intérieur de la fonction. Donc, un programme qui marche maintenant, demain, il peut être cassé. Hein? Vous voyez, c'est un peu complémentaire. Bien sûr, ce qu'on veut, c'est le meilleur des deux. Hein? On veut le plus là et le plus là. Et c'est quelquefois possible. Par exemple, on fait un programme en fonctionnel et on utilise l'état affectable uniquement pour la modularité et pour rien d'autre. Et ça, on a les meilleurs des deux mondes si on fait ça. Okay? Donc avec ça, vous avez compris à quoi ça sert Excel. Donc ça c'est un gentil fable, il faut bien regarder ça. C'est au moins aussi bien que n'importe quelle fable de La Fontaine. Voilà, je vais m'arrêter là.